Camarade président de l'inspection générale du parti, le camarade Issa Mali, qui a bien voulu, quand il a appris que je venais ici, il a décidé, en tant que mon aîné, donc accompagner, me soutenir. Merci beaucoup, cher grand frère. Merci, camarade. Cette initiative. Il n'était pas prévu, il est venu en mission particulière, mais un bon militant du PPACI, lorsque les enjeux du parti se manifestent en tant que cadre du parti, il ne pouvait pas rester, surtout qu'il était dans les environs. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous soutenir. Camarades représentants du parti en France, camarade Lobo, ça fait 2 fois que vous me faites l'honneur d'animer des conférences. La première fois, j'étais venu en visite privée, je voulais me reposer un peu. J'avais mes propres affaires, il m'a déniché, il m'a obligé à aller faire une conférence à Paris. Et cette fois-ci, c'est sur invitation de la délégation de Lyon, dans laquelle j'ai mon petit là. Il est où mon petit? Ah voilà, il y a mon parti, mon cabinet aussi. Ghislain Abobi. Ghislain Abobi. Il y a aussi le président. Camarade, représentant local. J'ai vu le bilan de ton action, en tout cas tel qu'il a été dressé par le camarade Lobo. Je voulais te dire merci et bravo. C'est toujours avec un plaisir particulier que j'entends nos femmes et nos jeunes parler. La camarade qui représente les femmes, chaque fois qu'elle prend la parole, elle parle avec tellement de conviction, de détermination, et que j'ai reçu un peu du Marie-Laure Odette en elle, quoi. Je veux ici la saluer, Marie-Laure Odette, qui est ici, depuis un bon moment, pour des questions de soins médicaux. Tout à l'heure, je l'appellerai, peut-être même si le temps me permet de la saluer. Et je retrouve en elle parce que ce sont des grandes militantes, c'est des personnes qui marquent notre parti. Et nous avons toujours, notre parti est toujours porté par les femmes. Merci pour votre engagement. Et surtout, merci d'être venu saluer le président à Abidjan. Il a donné son accord de principe, une sollicitation qui a été faite. Nous travaillons là-dessus. Le président, sur demande des femmes, a dit qu'il étudiait effectivement la possibilité de venir vous saluer ici en France. Je crois que c'est un événement qui est attendu et nous allons faire en sorte que ce soit un grand événement. Camarades, les jeunes, quand on vous écoute, on se dit on n'aura aucun souci à prendre notre retraite pour aller tranquillement chez nous le mois venu. Parce que la relève est vraiment assurée et elle est de qualité. Merci beaucoup. Merci pour tout. Camarade SDR, camarade secrétaire général adjoint, toi aussi, tu as entendu, tu as appris que je venais. Tu as décidé de venir également me soutenir. Merci beaucoup. Je voulais saluer tous les militants de Lyon. Je voulais saluer mon ami personnel, je connais Babou. Merci à l'artiste, la femme Gouro qui m'a fait danser. Après toi, me payer. Un Gouro fait danser, c'est nouveau, après il faut le payer.
Merci beaucoup. Merci à vous tous. On dit calme. Merci vraiment à tous ceux qui ont pu se placer. Je vais vous transmettre les salutations du président Laurent Gbagbo. On n'a pas pu terminer la réunion. Mon grand frère, on a dû quitter la réunion pour prendre l'avion pour venir. Et il sait que je suis là et il écoute. Il sait que je suis à Lyon et il écoute. Nous sommes ici pour accomplir notre devoir en tant que cadre du parti. Partout où on nous appelle, il faut que nous soyons présents, surtout en cette période. Pour répondre aux attentes des militants et militantes, pour les rassurer et pour leur donner les orientations qu'il faut, pour éviter qu'il y ait des doutes ou des hésitations sur quoi que ce soit. C'est pourquoi je suis heureux du sujet que vous avez choisi, qui consiste à déterminer quel est le rôle de la diaspora dans la victoire annoncée et attendue du président Laurent Gbagbo. Je voudrais avant tout propos vous saluer et vous remercier déjà la diaspora. Oui, vous avez fait du travail. Et je pense que le président, quand il aura l'occasion, lui-même, il vous le dira. Vous avez battu le pavé ici, depuis 2011, contre la neige, dans le froid, là où personne ne croyait. Vous avez été déterminé. Certainement que le président serait sorti, mais on ne peut pas oublier votre rôle que vous avez joué. En ce temps, j'étais le porte-parole du président Laurent Gbagbo, j'ai vous suivi, et je crois que j'ai le devoir de vous dire merci. Merci pour tout, pour ce que vous avez fait, et c'est parce que vous avez fait cela qu'on vous demande encore, parce qu'on est à mi-chemin. Et autant vous aviez cru là où personne ne croyait, à la sortie du président de la CPI, autant vous devez croire là où personne ne croit, en tout cas pour ceux qui doutent encore et qui ne connaissent pas la vie du président Laurent Gbagbo, qui sera candidat et qui va gagner les élections. C'est une conviction, comme depuis 2011, à chaque fois que quelqu'un me demandait, mais sur quoi tu comptes? Pourquoi vous comptez sur quoi? Alors que ce monsieur-là, vous savez qu'il ne sortira pas. Et je dis, je ne pose même pas la question dans ces termes. Je pose en ces termes la question autrement. Qu'est-ce que je dois faire à mon niveau, moi, en tant que collègue Katina, pour que justement votre prédiction négative puisse se transformer en prédiction positive? Qu'est-ce que je dois faire? Et c'est la même question que je vous pose. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'ensemble nous devons faire pour donner une joie aux Ivoiriens, aux Africains? Pour que cette injustice inacceptable qui a été produite contre le président Laurent Gbagbo en 2011, que cette injustice-là, elle soit corrigée. Parce qu'une injustice, on ne la laisse pas perdurer. On ne la laisse pas perdurer. Et ça, c'est notre détermination. Celle que vous avez eue en 2011, c'est la même qu'on vous demande maintenant, en 2025. Tout à l'heure, la représentante des femmes a donné le ton sur ce qu'il y a lieu de faire. Mais nous devons nous engager la bataille. Pourquoi nous devons engager la bataille? Parce qu'on ne nous laisse pas le choix. On ne nous laisse pas le choix. Je disais un jour à mes amis de RHDP, je dis, mais vous voyez le problème que vous avez, c'est que vous pensez qu'on peut construire toute une politique autour de la peur, faire peur aux gens. Mais il y a des gens qu'on n'effraie pas. Nous, au peuple, on ne nous effraie pas. Parce que nous, là, on est un chef qu'on n'effraie pas. Donc, ce n'est pas la peine de jouer. Asseyons-nous, on va parler pour sauver le pays. Parce que effrayer, là, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Et donc, nous voulons tuer en nous
ceux qui croient qu'on peut nous faire peur. Voyez-vous, dans un pays, les décisions de justice, quand elles sont prises, elles s'appliquent. Même quand on n'est pas d'accord, elles s'appliquent. Ils ont pris une décision, on ne va pas revenir là-dessus, assez incongrue, inacceptable, selon laquelle le président Laurent Gbagbo aurait été le complice du moi de mes actes, parce que l'auteur principal, c'est moi qui serais allé casser la BCAO pour prendre tous les arguments. C'est tellement grossier, c'est tellement inacceptable, et c'est sur ça qu'ils se fondent, sur une décision d'un juge qui a violé toutes les lois possibles pour condamner quelqu'un. En droit, on nous a toujours expliqué que une décision de justice, quand on la prend là, elle est du domaine public, on la critique. On donne les décisions de justice à la fac de droit, on dit qu'il faut commenter. Les commentaires, c'est une critique. Et on dit que la décision n'est pas juste. Elle n'est pas d'autant plus juste que ni le juge qui a condamné le président Laurent Gbagbo, dans la forme, n'avait ni la compétence pour le faire. La procédure, et comme je le dis toujours, c'est la seule procédure au monde, la seule procédure pénale au monde, dont l'objectif était que le poursuivi soit absent. Parce qu'en droit pénal, on ne peut, l'avocat te représente. Il t'assiste, mais il ne se substitue pas à toi. En matière commerciale, tu peux être là et puis tu as un problème commercial, tu ne vas pas au tribunal, tu envoies ton avocat. Lui, il ne dit pas pour toi. Mais en matière pénale, on veut que l'accusé soit là. Et il appartient au procureur qui poursuit de prendre toutes les diligences pour que le poursuivi soit présent. Dans le cas du président Laurent Gbagbo, le procureur a pris toutes les diligences pour ne pas qu'il soit présent. Exactement le contraire de ce qu'il devait faire. Il est à la CPI. On l'a envoyé à la CPI. Il est assis là-bas. Il sait où il est. Et puis maintenant on dit non, on t'a condamné, on t'informe qu'on t'a condamné à 20 ans. Parce que tu as braqué la BCAO. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Alors on dit, dans la décision, il n'est même pas au courant. C'est dans le journal, il apprend qu'on l'a condamné. Et le président, sur cette base-là, la raison justement pour laquelle on l'a condamné, c'est parce qu'au moment où on le condamnait, il avait l'information déjà qu'il avait déjà perdu à la CPI. Donc, l'objectif de cette condamnation était pour éviter, empêcher que le président soit inscrit sur la liste électorale et qu'il perde ses droits civiques. C'était l'objectif. Parce que devant un avocat, si le président avait été présent, jamais cette condamnation n'aurait eu lieu, puisque tout simplement, ni le tribunal qui a été constitué n'avait la compétence pour le faire. Et je ne parle même pas du fond de l'affaire. Parce que sur le fond, c'est tellement ridicule cette affaire-là. C'est le seul vol au monde, présumé vol au monde, où il n'y a pas de volé. C'est-à-dire, quelqu'un assis. Au moins, tu me dis j'ai volé, quelqu'un se peut dire j'ai perdu quelque chose. Mais celui qu'on dit là, il dit mais moi je n'ai rien perdu. On dit c'est pas grave, mais il a volé quand même. Donc ça c'est intentionnel. C'est intentionnel. Ça poursuit quelque chose. Et une telle décision de justice, on la combat. Puisque le juge a fait la politique, on va lui donner une réponse politique. Parce que s'il avait fait du droit, on lui a donné une réponse du droit. Mais malgré ça, pour ne pas les suivre, parce que nous sommes républicains, nous avons porté l'affaire devant la Cour des droits de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme, qui est une juridiction supérieure. Et j'aimerais profiter pour répondre à quelqu'un qui très souvent dit non, il fallait qu'il faut notre juridiction, et que comme non, c'est pas, il faut une procédure spéciale pour que cette décision soit applicable en Côte d'Ivoire. Non.
La Cour africaine des droits de l'homme a été claire. Il y a deux personnes qui ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme pour violer les droits. Sorugio et le président Moulamba. Et les deux, le président, la Cour leur a dit inscrivez leur nom sur la liste électorale. C'est une décision de justice qui domine la décision qui a été prise en Côte d'Ivoire. Et pourquoi on ne l'applique pas? Pourquoi on ne l'applique pas? Parce qu'ils sont dans la même logique de l'injustice depuis 2011. Dans la même logique de l'injustice 2011. La Cour africaine des droits de l'homme. Et je suis curieux, et je suis même surpris que ça, aucune chanteuse n'en parle. Pourtant, on a fait le tout pour leur donner ça. C'est-à-dire que les pays qui réclament la démocratie peuvent s'accommoder avec un régime qui réunit totalement les décisions de justice. Et ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Donc nous avons le droit avec nous. Puisqu'il y a une décision de justice qui impose que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Et contrairement à ce que dit le président de la CEI, on n'a pas besoin de décision, il n'y a pas d'adéquature dans ce domaine-là. L'adéquature est décision prise par une cour internationale, étrangère. Le principe de la territorialité veut que toutes les décisions soient prises, une décision prise par un juge, il faut que le juge ait une compétence territoriale. Donc, le principe, c'est la territorialité. C'est pourquoi, si on vous poursuit et qu'on vous condamne en France par un juge français, et qu'on doit vous arrêter en Côte d'Ivoire, on va demander de l'adéquature. C'est-à-dire, il va falloir qu'une autorité judiciaire ivoirienne endosse cette décision étrangère, parce qu'elle a été rendue par une cour qui est étrangère, sur un sujet qui doit s'appliquer sur un sujet dans un territoire dans lequel il n'a pas de compétence, sur la base des rapports entre les deux, des conventions, on va demander l'adéquature. Donc on va demander à un juge, une juridiction interne, de donner une valeur, d'endosser, de lui donner donc l'onction nationale pour qu'elle soit exécutée. Il s'agit d'une cour de justice rendue à l'étranger. Mais la Cour africaine de droits de l'homme n'est pas une justice étrangère. C'est un traité, c'est une convention. C'est au nom de cette convention qu'on a décidé que la décision qui est prise là-bas, automatiquement, elle est supérieure aux autres décisions qui sont prises en interne. Donc, quand elle est faite, il n'y a pas besoin d'adéquature. Elle est immédiatement, comme c'était la cour qui avait été tendue à Ganoua, à Waflé, et ainsi de suite. Voilà la différence. Mais pourquoi il ne veut pas appliquer? Parce que dans la réalité, la décision qui a été prise, c'était pour empêcher le président Laurent Gbagbo d'être candidat. Donc nous nous trouvons dans une situation où on ne nous laisse plus aucun droit, aucune possibilité de nous battre. Et la politique, c'est un rapport de force. La politique, c'est un rapport de force. Mais si moi j'ai un contentieux et que je vais devant le juge, on me donne le juge, et puis celui qui va exécuter, je n'exécute pas, mais je me donne les moyens d'exécuter cette décision. C'est pourquoi votre rôle est déterminant. On ne peut pas accepter l'exclusion du président Laurent Gbagbo de la liste électorale. C'est pas possible. Et ça, c'est une bataille de chaque temps et de chaque instant. Ne serait-ce que moralement et politiquement, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas refuser à celui qui a fait la prison pour que les Ivoiriens aient le droit de voter. On lui refuse, lui, ce droit-là, sur une base fallacieuse. Une injustice. Il ne faut jamais s'accommoder d'une injustice. Et c'est en cela où ça me permet d'aborder le second point.
Pourquoi nous devons faire bloc autour de la candidature du président Laurent Gbagbo? Parce que tout simplement, c'est nous les militants qui avons demandé d'être candidats. C'est nous qui avons demandé d'être candidats. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être candidat. Il dit oui, et puis on commence à chercher des plans B. Moi, tout ce qui est... J'ai horreur de la traîtrise. Parce que ça, c'est une forme de traîtrise. J'ai horreur de la manipulation des opinions. Alors, on dit non. Bon, on entend des bruits pour dire, ah oui, mais Gbagbo, bon, si, au cas où, il n'y a pas de au cas où, il y sera. Et nous devons faire en sorte qu'il y soit. J'ai donné cet exemple. Vous savez, à la conquête de l'Europe par les Arabes, quand les Arabes ont conquis l'Europe, les Arabes ont conquis l'Europe par la péninsule, en passant par l'Espagne. Non, oui, mais de l'Afrique. Ils sont de l'Afrique. Ils sont passés par le Maroc à la Libye. Et quand ils ont franchi la Méditerranée, le général arabe, vous savez ce qu'il a fait? Il a brûlé tous les bateaux. Il a brûlé tous les bateaux. C'est un fait historique, ce n'est pas une légende. Il dit bon, pourquoi il a brûlé? Parce qu'il ne veut même pas que quelqu'un ait un plan B dans sa tête. Soit tu vas combattre pour gagner, soit tu vas mourir dans l'eau. Tu veux voilà. C'est un fait historique. C'est établi, c'est dans les livres d'histoire. Le soldat s'est rendu compte que, en face de l'adversaire, il n'avait d'autre choix que d'aller l'attaquer. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Parce que quelqu'un qui n'a pas le choix, il est invincible. Comme on ne laisse pas le choix, on devient invincible. Si le président Laurent Gbagbo n'est pas candidat, ce sera notre faute. Parce qu'eux, ils jouent leur jeu, hein, et puis 2011, ils ne veulent pas. Il pensait qu'il allait rester à la CPI. Vous vous êtes battu, il est sorti. Mais ça, c'était la demi-finale. La finale, on doit l'envoyer là où il était et on le lui a arraché de façon inacceptable. J'ai l'habitude de dire à nos camarades que le jour où quelqu'un va m'expliquer que du 26 octobre 2002, quand il a pris le pouvoir, au 8 janvier 2001, la première tentative de coup d'État, en 2 mois, c'est que le président Laurent Gbagbo a fait de mauvais, là, en 2 mois, au point qu'on puisse l'attaquer en 2000. Si on arrive à me convaincre, peut-être que ça va changer ma position, c'est une question de choses. Il faut qu'on arrête les stigmatisations des personnes dans nos pays. Parce qu'il y a des gens qui sont faits pour diriger. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de diriger parce qu'on les stigmatise selon les origines. Ça ne passe pas. C'est inacceptable. Et c'est ça qui est la première cause de la haine contre le président Laurent Gbagbo. Mais lui, il a quel problème? Il fait corps avec un peuple qu'il a appris à aimer, qui a appris à le connaître. Et dans tout. C'est ça qui est son problème. Et c'est pourquoi on dit, mais il leur a donné quoi? Même s'il ne nous donne rien, mais nous, quand on voit Gbagbo, on est content. C'est tout. Parce qu'il fait corps avec nous. Il fait corps avec nous. C'est notre responsabilité. Mais ça, on peut me dire, c'est une position hautement partisane. Oui, je suis partisan, je l'accepte. Mais il y a des questions qui sont objectives. Chers amis, notre pays va mal. Il ne faut pas qu'on se les cache.
notre pays va mal. Et je vais faire un tableau rapide pour que vous compreniez pourquoi la question de la victoire de Laurent Gbagbo devient une question vitale. Le monde a changé. Nous étions en avance depuis 2000. On avait une vision, mais les autres ne comprenaient pas notre vision. Aujourd'hui, ils comprennent notre vision. Mais c'est lui qui a corrigé cette vision. Il a donné le pouvoir. Parce que c'est au nom de cette vision-là qu'il a dans ce pays. La remise en cause d'un ordre dominateur. C'est pour ça qu'il allait dans ce pays. Pourquoi il a osé? Mais aujourd'hui, là, tout le monde ose. Et donc, lui, là, qui avait osé le premier, il a donné lui son pouvoir. C'est dans notre intérêt. Chers amis, le monde se décide. Le monde est en guerre, hein. C'est nous qui l'avons. Il y a une autre forme de guerre mondiale qui s'est faite. C'est ce qui se passe en Ukraine, là. C'est pas seulement les Russes. C'est pas Russes contre. Non, hein. Ukrainiens. C'est le monde qui est en guerre. Et c'est cette guerre-là qui se montre au Mali. Quand vous voyez un ambassadeur d'un pays, parce qu'il y a eu des attaques, des soldats maliens peuvent dire oui, moi je suis content parce que on a fait cela. Parce que ça s'est fait, c'est aussi la guerre qui a lieu là-bas. La guerre mondiale qui a cours comme ça. Elle n'est pas encore déclarée officiellement, mais elle se dit, quand les gens se disent on va envoyer des armes de l'autre côté, c'est la guerre mondiale, nous sommes en pleine guerre. Et ça, il faut à la tête de nos États des personnes qui comprennent les enjeux. Il ne faut pas avoir des sous-préfets à la tête de nos États, c'est fini ça. Il faut des gens, non seulement qui ont le courage, mais qui ont la vision. Parce que c'est ce qui nous impose, c'est ce qui s'impose à nous aujourd'hui en Afrique. Il n'y a pas d'autre solution. Ce matin, je disais à quelqu'un qu'il y a deux formes de sources de développement. À ce soir, même dans la voiture, j'ai expliqué ça à quelqu'un. C'est quoi? J'ai expliqué ça. Vous avez l'Occident qui s'est développé par l'exploitation des autres. C'est un chemin de développement. L'Occident n'aurait jamais été ce qu'il est aujourd'hui s'il n'y avait jamais l'esclavage et la colonisation. Ce n'est pas possible. Ils ont beau faire tout le développement là-dessus, ce n'est pas possible. La source de leur développement, elle est liée à ça. L'esclavage, le capital, comment ils ont constitué leur capital, l'accumulation de leur capital en exploitant les autres, l'esclavage, puis la colonisation. Il faut avoir le courage de leur dire ça. Et ils voient qu'ils sont conscients. Même s'ils ne le disent pas dans leur livre d'histoire, mais au moins aujourd'hui, là, nous sommes là à l'école, il faut leur dire ça. Et puis vous avez un autre exemple, qui est l'exemple chinois, qui est le développement à partir de ses propres atouts internes. Premièrement, la population et le rôle déterminant de l'État. Et sur la question de l'État, il faudra que vous reteniez nous tous aussi, ceux qui nous écoutent, que l'affaiblissement de l'État africain fait partie du processus du sous-développement, du maintien en du sous-développement de l'Afrique. Parce que eux, l'Europe, l'Occident, à quelques exceptions près, les États-Unis, la grande partie de la Constitution européenne n'était pas faite sous la République. Ça s'est fait sous la République. C'est l'État qui a été qui a lancé. C'est l'État qui était d'abord puissant avant que le capital ne puisse prendre l'envol. Et ils ne sont pas. La différence entre eux et nous, c'est qu'ils sont eux, ils connaissent leur histoire et ils savent s'en inspirer. C'est pourquoi vous verrez qu'à partir des années 80, quand les pays africains ont commencé, à partir d'une économie supportée par l'État, à émerger, ils ont commencé à taper sur l'État pour dire non, l'État, il faut faire, comment on appelle ça, privatiser, il faut diminuer le rôle de l'État. Sachant qu'effectivement, aucun pays ne peut se développer sans que les fondements ne reposent sur un État fort. Ce n'est pas possible. C'est ce que la Chine a fait.
La Chine, c'est 1,4 milliard d'habitants. C'est-à-dire qu'une entreprise avec 30 millions de consommateurs en Chine, c'est très rapide. C'est-à-dire toute la population de Côte d'Ivoire là. C'est une PME. C'est les clients d'une PME en Chine. Oui, c'est les clients d'une PME. Ce sont les consommateurs d'une PME en Chine. La Chine a donc profité à la fois de sa population et de son État. L'État est le centre du développement de la Chine pour toute la population. Mais nous, tout ce que les dérives que vous voyez là, elles ne sont pas gratuites. Wubisme, ce n'est pas gratuit. Hein. Excusez-moi, moi je suis beaucoup dépendant des uns des autres. Dans la vie, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis politique et je raisonne en politique. L'affaiblissement de l'État, l'anéantissement de nos valeurs culturelles et sociales vise un objectif. Si les Africains s'unissent, nous sommes déjà à 1 milliard. Nous sommes déjà des consommateurs. Donc, l'exemple chinois peut nous servir. Maintenant, si nous tous on devient oubliés, qui va faire enfant? C'est la question. Excusez-moi, dans la société capitaliste, il n'y a rien qui soit fait au hasard. Tout est calculé. Tout est calculé. Et une erreur de penser que non, les gens. Non, tout est calculé. Nous sommes les voisins les plus proches. Comme ils n'en font plus beaucoup, il ne faut pas que nous en fassions aussi beaucoup. Et donc, dans un contexte comme celui-ci, il faut des leaders forts, qui ne dépendent que, qui n'ont leur légitimité que de leur peuple. Quand un chef a sa légitimité ailleurs, il s'en fout du peuple. Et la conséquence en Côte d'Ivoire est claire. La situation sociale en Côte d'Ivoire telle que vous la voyez, la cherté de la vie, on s'en fout. Parce qu'ils n'ont pas la légitimité, là, ils ne dépendent pas de vous. Leur légitimité, ils la tiennent d'ailleurs. C'est pas vous allez les voir ici, chaque mois ils sont ici. Non, même papa c'est trop. Papa il peut venir même 2 fois par mois. Parce qu'ils s'en fichent. Quand tu n'as pas une légitimité que tu tires du peuple, tu fais ce que tu peux et tu penses que le peuple n'a rien à faire. On devient un État policier, on brime le peuple et on dit qu'on s'en fout. Chercher la vie. Les gens disent la vie est chère, on va marcher, peut-être la en prison. Mais quelqu'un qui dit je n'arrive pas à manger, mais la faute qu'il a commise, elle est quoi? Elle est quoi? Mais la vie est chère. Oui, la vie est chère en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays les plus chers du monde. Comparé à nos revenus, la vie est excessivement chère. Pourquoi? On va revenir tout à l'heure là-dessus, en matière économique. L'exclusion de ceux qu'on pense qui n'ont pas le droit de vivre dans leur monde. Le déguerpissement. Pensez-vous un seul instant. Que si ce régime-là pensait que sa légitimité, l'intérêt du peuple, à quelques enclavures d'une élection, peut se permettre de faire ce qu'il fait un peu. Déguerpissement. Tu dors à 5h, à Damé, la 5h du matin, on vient à ta maison. Sans compensation. Parce qu'il y a eu des cas de déguerpissement en Côte d'Ivoire. Washington, qui était même une occupation anarchique. Mais quand le président Bédié, par son âme, a voulu assainir ce point, il a construit sur la route de l'ADP pour délocaliser les personnes avant de finir les chats. Je fais une anecdote. J'étais dans le conseil municipal de Cocody, et puis on a fait réunion de conseil municipal. On a dit bon,
Cocody est trop chaud, on va casser tout Cocody, on veut que Cocody revienne, on va chasser les gens. C'est pas quel papa qui a dit ça au Papa. Nous, on a fait notre conseil, si quelqu'un a dit mentir ici, d'aller nous rapporter. Il a appelé le maître. Il dit, moi je suis d'accord, hein. Cocody, oui, il faut continuer à thérapie, on chasse les gens. Mais il faut m'envoyer le plan où vous allez les localiser. On va les localiser. Il dit parce que ces personnes, il y en a qui sont depuis 20 ans, les enfants vont à l'école. Quand on a fini les casser, on les envoie où? Voilà la différence entre un homme d'État et les hommes. Wow, c'est différent. Donc, déguerpissement. Sans ménagement. On s'en fout. Faites ce que vous voulez, c'est nous qui sommes là. Il y a même un qui a fait une vidéo. Vous dites, Blocos là, bon, vraiment, ça là même, bon, c'est vrai que c'est leur village, mais ils vivent comme des villageois, donc il faut voir, est-ce que c'est normal? Mais ils sont au village, c'est leur village. J'ai fait 10 ans à Accra. Accra est parsemé des villages. Attends, les villages grands, les populations des choses, qui ont la même culture que les Guinéens. Mais les villages ghanéens, une loi est prise pour dire tout le développement doit pouvoir insérer ça dedans comme étant patrimoine national. Il faut leur laisser le patrimoine national. Il ne gênera aucun bon politique gagner le mérite, dit je vais rendre la famille, je vais aller rendre tel village. Ils ont inséré ça dans leur système de développement. Ils même respectent les lois. Il y a un mois où on ne fait pas de funérailles. À Accra, on ne fait pas de bruit. C'est une décision des villages. Tout Accra respecte ça. Moi, du jour où je te mets plus. Parce que la part des gens savent ce que c'est que les valeurs culturelles. Mais chez nous, on croit que le développement, c'est le blim-blim. Le développement, ce n'est pas le blim-blim. Le développement, ce n'est pas le blim-blim. Donc, situation sociale difficile, exclusion des pauvres, division sociale artificielle. Voilà l'état de la Côte d'Ivoire du plan social. Au niveau économique, nous devons faire face à 35 000 milliards de frais. Là, ce mois-ci, il doit payer 344 milliards de dettes, de services de dette. Il gratte la tête, ça va comment faire. 300. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont tiré aucune leçon de ce que les autres ont vécu. J'ai l'habitude de dire, quand tu fais ton champ et que quelqu'un n'a pas souffert, quand il te pouvait les récolter, si tu ne fais pas attention, il va mal les récolter. Bah, il ne sait pas comment tu as fait pour souffrir. Le PPTE, nous avons souffert sur notre régime pour faire le PPTE. Parce que la liberté, le droit, la souveraineté que prenait le président Laurent Gbagbo était incompatible avec l'endettement. Parce que si tu es endetté, forcément, tu as tout le contrôle de quelqu'un. On s'est attelé à rembourser la dette, à rentrer dans le PPTE. Aujourd'hui, nous sommes à 36 000 milliards de dettes. Sur quoi? Comment peut-on être endetté comme ça et ne pas être capable d'avoir des ressources fiscales qui puissent permettre de rembourser ces dettes? Non. Donc, on accroît la TVA, on augmente les taxes, ainsi de suite, et on rend la vie très chère. La cherté de la vie en Côte d'Ivoire est liée à l'endettement de la Côte d'Ivoire. Sur le plan politique, la prise en otage de l'État. En juin, le chef de l'État ivoirien a pris une ordonnance. C'est-à-dire que les députés étaient en pleine session. Lui, il est assis sur une ordonnance qui vise la société civile. Vous avez appris qu'il y a une partie de la société civile qui a saisi l'ONU
pour cette affaire, qui restreint la liberté d'action de la société civile. C'est fort, c'est fort, Pourquoi c'est une fort. ordonnance? Vous avez entendu l'article 185 du Code pénal qu'on a révisé, dont l'objectif est tout simplement de museler l'opposition. Il y a même cette loi qu'ils ont prise sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire, mon ami Babou qui fait un poste, moi je viens derrière, je commande le poste. Si le gouvernement n'est pas content, ils vont arrêter Babou, il dit toi là, c'est toi qui as fait le poste, et puis lui il a commenté en bas ici, donc c'est ta faute. Mais lui il est ici, là, comment il va faire me contrôler? Toutes ces mesures sont prises pour préparer ce qu'ils veulent faire en 2025. Nous empêcher, en pensant qu'ils peuvent nous empêcher de parler. Or, nous, là, on n'a pas l'argent pour acheter les armes. La force brutale n'a jamais été notre force. Ce que notre patron nous a appris et qu'il a envoyé au pouvoir, là, c'est notre gueule. C'est notre gueule. Personne ne peut nous empêcher de parler. Personne ne peut, parce que c'est le sens de notre liberté, de notre bataille. On va parler. On va parler. Bon, maintenant, il dit que la marque, ça s'appelle PPA. C'est pas compliqué. On va parler. Parce qu'il est inacceptable. Le pays ne peut pas continuer comme ça. Le pays ne peut pas continuer de cette façon. Dans ces conditions, il ne nous reste plus qu'une seule chose. Notre détermination. Certainement, le parti va vous appeler très bientôt à la mobilisation. Le parti va vous appeler très bientôt à la mobilisation. Chers amis, vous qui êtes ici, vous qui avez des parents là-bas, demandez-leur de se mobiliser. Nous n'avons pas d'autre choix. Et ne vous laissez pas distraire par les promoteurs des plans B, C et D. Notre plan, s'il y en a 24, de A à Z, il s'appelle Laurent Gbagbo. Je voudrais que ce soit clairement compris, parce que c'est ça qui divise et qui dilue notre lutte. Quand on n'a pas de cohésion, quand l'adversaire sait qu'il est capable, par notre fragilité, ou du moins de profiter de notre fragilité, il va profiter de ça, je ne vais pas en vouloir Ouattara. Si nous allons en rang dispersé, du moins nous aurons l'impression que nous sommes incapables de faire bloc derrière notre chef, que nous-mêmes à qui nous avons demandé le candidat. Et que déjà dans nos têtes, on commence à voir, ah oui, mais s'il ne veut pas aller là, on n'a qu'à faire plan B. Mais Ouattara est heureux. Moi, je lui dis à ta place, je lui fais la même chose, je ne l'accuse pas, c'est nous qui je vais accuser. C'est nous qui je vais accuser. Le président Laurent Gbagbo ne veut pas ça. Il mérite, ce qu'il reste, ce qu'il nous reste, c'est notre mobilisation absolue, déterminée. Elle est à la fois politique, elle sera démocratique, parce que nous n'avons pas d'autres moyens que nous d'utiliser les moyens démocratiques prévus par la loi. Parce qu'on ne connaît pas la violence, nous. Mais elle est aussi électorale. Et c'est en cela où la diaspora, vous avez un rôle déterminant. Camarades, quand quelqu'un va vous appeler de son village, vous lui donnez 5 000 francs, vous allez faire ma carte d'identité. Si vous pouvez, aidez-le. Il faut que nous soyons pleins sur la liste électorale. Il faut que nous allions nous enrôler. Tout à l'heure, elle a dit ça. Parce que quand on a fini cette première bataille, il reste un type. Étant entendu que dans nos têtes, nous continuons de nous battre aussi pour que la CEI, là, elle soit réformée.
Et sur la question de la CEI, notre position est claire. On dit oui, mais la CEI, là, c'est vous qui avez demandé. Oui, mais c'est nous qui avons proposé à un moment donné qu'il y ait une CEI des partis, que les partis présents soient là. Mais on sait que ça ne marche pas. Mais c'est nous qui avons demandé, on voit que ça ne marche pas. On vous propose autre chose. C'est CEI-là. Ceux qui ont dans leur tête les plans B, C, D, la même bataille, il faut que nous partions. Non seulement que le président de pour ça, mais que cette CEI soit réformée. Il faut qu'elle soit réformée. Et ce n'est pas un jeu d'enfant. Il s'agit de la survie de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la volonté de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de la survie de l'Afrique. Si nous biaisons avec la démocratie des élections, ne soyez pas surpris qu'un jour on vient nous balayer par un coup d'État, tout le monde. Et puis les militaires s'asseyent. Parce que généralement, ce qui se passe dans les autres pays, c'est l'espoir perdu dans la démocratie qui fait que les gens vont là où il n'y a pas les solutions d'illusion. Il faut que nous donnions le goût de la démocratie à nos populations. Et nous devons nous battre pour ça. Nous devons nous battre pour ça. Votre rôle en tant que diaspora est déterminant. Il faut que vous vous mobilisez, comme vous l'avez toujours fait, à Lyon, à Paris. Reprenez la lutte. Si nous engageons la lutte, les parents de ceux qui sont là-bas, eux là, tant que tout va bien, ils sont tranquilles. Mais les gens vont se dire, on est les gens ne sont pas bien contents, ils vont aller parler, pour les, mon ami, il faut revoir ta position. Il faut voir ta position. Mais ça, c'est pas il faut faire à notre place. C'est nous qui devons le faire par notre détermination. Vous avez la possibilité, vous avez la conviction, vous avez l'énergie, vous avez la vision. Nous sommes dans une marche coordonnée, avec une vision claire, avec un leader autour duquel nous sommes irrévocablement engagés. Nous allons arriver à cette fin-là. Parce que le chemin de la grande victoire n'est jamais un chemin large. C'est toujours un chemin périlleux. C'est un chemin étroit. C'est un chemin de crochures, de blessures, de saignements. Mais c'est le seul prix de la liberté. Et je vous remercie. On peut applaudir monsieur le ministre. Oui, parce que ce qui vient de nous être servi est assez limpide. Pour vous asseoir, merci en tout cas, merci. Votre attention n'a pas fini. On va échanger encore. Avant que vous nous posiez vos questions, je vais laisser d'abord la parole au docteur, au ministre Issa Malik Coulibaly, parce qu'il devait nous donner les nouvelles. Il nous a dit tout à l'heure qu'après la séance, il pourrait prendre la parole et nous donner les nouvelles. Monsieur le ministre. Voilà, d'abord, puis après les questions viendront. Voilà. Monsieur le ministre. Chers camarades, je voudrais reprendre à mon compte toutes les salutations que le ministre Katina vous a adressées. Je les reprends à mon compte pour ne pas les répéter et surtout pour ne pas mal les répéter. Je vais juste faire une intervention complémentaire à celle du ministre pour que les débats soient, on va dire, plus élargis.
gagner l'élection présidentielle, chez nous comme partout, il y a deux paramètres qu'il faut maîtriser. Le premier paramètre, c'est la liste électorale. Le deuxième paramètre, c'est le juge électoral. Je répète, parce qu'on est dans les... Qu'est-ce que vous devez faire pour que le président Laurent Gbagbo gagne? Et c'est un complément de l'intervention du ministre Katina. Pour gagner l'élection présidentielle, vous avez deux paramètres que vous devez maîtriser. Le premier, c'est la liste électorale. Le deuxième, c'est le juge électoral. S'il s'agit d'une élection locale, il y a un troisième paramètre qui s'ajoute, c'est le découpage électoral. Là, nous sommes dans un contexte d'une élection présidentielle, donc on ne parlera pas ici, aujourd'hui, du découpage électoral, parce qu'on aura l'occasion de le faire. La liste électorale que nous avons actuellement, le ministre Katina l'a dit, vous le savez, c'est une liste qui a au moins 5, on va dire, défaillances majeures. La première, et de mon point de vue la plus importante, et vous le savez, le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Un des défis de nous tous, comme l'a dit Katina, c'est de tout faire pour qu'il soit et il y sera. Le deuxième, la deuxième anomalie de la liste électorale, c'est qu'elle contient beaucoup de fraudes et beaucoup d'irrégularités. Il y en a à peu près 3 millions sur les 8 millions de notre liste électorale actuelle. Ça fait presque 40% de la liste électorale. C'est vraiment le mot. Mais c'est très important. C'est important parce que ces irrégularités ont été déjà signalées en 2023 au moment de la révision de la liste électorale. Donc la CEI les connaît. Et ce n'est pas des affirmations en l'air, c'était un document à l'appui en disant voici les raisons. Il y avait 80% de la liste sur laquelle il y avait des problèmes sur l'identité des gens qui sont sur la liste électorale. Le code électoral, dans son article 7, a dit quelles sont les mentions qui doivent être sur la liste électorale devant le nom de chacun pour que la personne puisse être effectivement sur la liste électorale de façon crédible. Parmi ces mentions-là, vous avez le nom du père et son prénom, le nom de la mère et son prénom, la date et le lieu de naissance de la mère. Mais où la CEI va-t-elle trouver ces paramètres-là? C'est sur la carte d'identité. Et nos cartes d'identité actuelles, il n'y a pas le nom du père, il n'y a pas le nom de mère, il n'y a pas de date et lieu de naissance de la mère. Donc quand vous allez vous battre en envoyant 5 000 à nos parents pour faire leur papier, quand ils vont aller s'inscrire sur la liste électorale, il va y avoir des difficultés. On nous dit que les éléments sont sur la puce. Mais le gars qui est inscrit n'a pas de lecteur de puce. Et c'est exprès. Ça, c'est le deuxième défi. Le troisième, c'est que ça fait 15 ans que la liste électorale actuelle que nous avons est révisée. Je suis déchargé. Mais ça fait 15 ans qu'on a cette liste électorale. Dans tous les pays, la liste électorale est totalement refaite tous les 10 ans. Nous, ça fait 15 ans qu'on la révise. Et malgré ça, vous avez 4 à 5 millions de gens qui doivent être sur la liste électorale qui n'y sont pas. Et la révision nous coûte à nous tous 12 milliards chaque année dans le budget de la CEI. 15 ans. Malgré ça, on a 4 à 5 millions d'électeurs qui n'y sont pas. Ça, c'est un des gros défis que nous avons. Et c'est en cela que l'enrôlement qu'on va faire est très important. Il s'agira pour nous,
chacun à son niveau, de tout faire pour que dans son entourage, dans sa famille, dans ses amitiés, le nombre de ces 4 à 5 millions diminue. Il y a beaucoup de réticences du régime actuel qui nous font penser que de leur point de vue, ils ont fait le plein de leurs électeurs sur la liste électorale. Donc ils ne sont pas chauds pour qu'il y ait de nouveaux électeurs à se disent qu'a priori, ça ne sera pas favorable. Si c'est le cas, mais c'est à nous de travailler pour que ces personnes soient sur la liste électorale. L'autre élément, c'est que il y a beaucoup de fraudes sur les documents ivoiriens. Et la presse l'a documenté largement. Sur les passeports, il y a des fraudes. Les seules nationalités, il y a des fraudes. Les casiers judiciaires, il y a des fraudes. Ces fraudes-là sont faites par des non-nationaux pour avoir des documents nationaux pour beaucoup de raisons, y compris pouvoir s'inscrire sur la liste électorale et voter. Un autre élément, c'est que cette fraude-là fait que notre liste électorale actuelle, elle n'est pas fiable, elle n'est pas crédible. C'est pour ça, comme a dit le ministre Katina, que pour nous, la révision, si c'est pour faire comme on a fait pendant 15 ans que ça n'a pas marché, mais ça ne marchera pas non plus. Il faut donc avoir le courage de faire autre chose, de revoir totalement notre liste électorale. Ça, c'est le premier point que je voulais vous dire, parce que j'ai dit pour gagner une élection, il faut maîtriser la liste électorale. Et en France, il y a 2 millions d'Ivoiriens. On va dire qu'il y a grosso modo 1 million d'électeurs. En 2010, vous êtes mobilisés. Le président Gbagbo a gagné ça plus de 60%. Et la CEI de l'époque, soit on ferait prétexte qu'il y avait des discussions dans un bureau de vote, le porte-parole de la CEI de l'époque, tout seul, sans avis de la commission électorale, dont il a été le porte-parole, sans que la commission n'ait siégé et décidé quoi que ce soit, il est venu s'asseoir à la télévision pour annuler tout le scrutin de tout l'extérieur. Parce qu'il savait que le président Gbagbo avait gagné plus de 60%. Pour moi, ce que vous avez fait en 2010, c'est ça que vous devez faire en 2025. Et si vous l'avez fait, c'est que vous pouvez le refaire. La liste électorale est disponible actuellement. Le parti a donné même sur les clés à tout le monde. Et ce que j'ai dit est valable pour mon ami Ouraga dans le Gord. C'est valable pour Diaby, mon jeune frère, dans le Koro. C'est valable pour le représentant ici. C'est valable pour le représentant de la région. Si chacun fait bien son travail de révision de la liste électorale, pour la circonscription qui le concerne, avant le vote, tu sais si tu vas gagner ou si tu ne vas pas gagner. Et c'est ça qu'on fait. Le représentant, pour ce qui concerne toute la France, le délégué d'ici, et chacun d'entre nous dans sa région, sur la base de la liste électorale, de la révision qu'on va faire, on doit pouvoir savoir si on va gagner ou pas. Après, il y a la campagne électorale pour les indécis, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, les chiffres que nous avons au niveau national, au niveau de la France, au niveau de la région, nous montrent qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Et ça aussi, c'est le défi que vous devez relever ici et que nous devons relever chacun à notre niveau. Et je ne vais pas parler plus longtemps parce que dans les discussions, on pourra revenir sur certains aspects. Je voulais féliciter le patron de la région qui, comme on l'a dit, il vient d'être nommé à 6 mois, il a déjà fait beaucoup de travail. Il a mis 4 sections en place, 2 qui sont en cours. Féliciter Lobo pour le travail qui est fait en France ici, dont on a l'écho. C'est-à-dire nos femmes, nous leur avons eu visite récemment. Et leur visite a vraiment été très très bien appréciée, puisqu'après le président, elles ont eu visite à quelques cas du parti, et je voudrais encourager cela. Au niveau du parti, le mot d'ordre, c'est CAP 2025. Vous avez dit quoi hier, la circulaire du secrétaire général, il ne demande pas d'arrêter l'implantation.
C'est sur l'implantation que va se baser tout le reste du travail qu'on va faire. Mais il demande de ne pas se limiter à ça. De savoir que l'implantation nous concerne, et l'élection concerne tous les Ivoiriens. L'élection concerne 12 millions de personnes. Il faut qu'on aille au-delà de notre parti et qu'on aille vers tous ceux qui sont des partisans du président Laurent Gbagbo, des sympathisants du président Laurent Gbagbo, même des gens qui pour l'instant ne comprennent pas bien son message. Les conditions électorales que nous mettons au devant dans le cadre 2025 concernent tous les partis politiques de l'opposition. Aujourd'hui, quand vous regardez, le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Soro Guillaume n'est pas sur la liste électorale. Blé Goudé n'est pas sur la liste électorale. Tiaf, on dit les Franco-Ivoiriens, on ne sait même pas si c'est toujours. Si c'est le cas, il ne peut pas être sur la liste électorale. Donc les gens nous avaient fait un schéma où on avait un candidat comme Kakabe, et puis bon, tout va passer comme il est à la poste. C'est pour ça qu'on n'a pas d'autre choix que de nous battre. Et c'est pour ça que le président ne parle même pas d'être sur la liste électorale. Parce que ça, c'est l'étape, on va dire, première. Normalement, s'il est sur la liste électorale, il remplit toutes les autres conditions constitutionnelles pour que sa candidature soit acceptée, qu'il soit éligible. Mais ça aussi, c'est un combat qu'il faut faire. Le combat, ce n'est pas uniquement qu'il soit sur la liste électorale. Le combat, c'est le combat de son éligibilité. Et ça dépend du Conseil constitutionnel. Et l'autre élément, le juge électoral de l'élection présidentielle, sur lequel aussi on doit être extrêmement vigilant pour ne pas être surpris. Donc, ce sont ces quelques mots que je voulais vous dire. Et si dans le débat il y a des questions qui me concernent, j'y reviendrai. En tout cas, je suis très heureux d'être parmi vous et je vous remercie. Je remercie toute l'équipe, je remercie le président Kodé, mais je peux vous dire qu'en raison du temps qui nous est imparti, la séance des questions et réponses sera peut-être annulée. Il y aura quand même quelques questions. On ne peut pas annuler On a peu le temps. Très rapide. C'est votre place à récupérer la Très rapide. C'est vous. 2-3 questions, pas plus, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En ce moment-là, Comme on est un peu pressé par le temps. j'ai une communication urgente aussi. Oui. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu massivement. Oui, moi c'est Solange Delorme, je suis la trésorière de notre région. Mais ce que j'ai remarqué, en épluchant la liste des membres, parce qu'on a eu beaucoup d'adhésions cette année, on était à 30 et on a plus de 100, un peu de temps. Mais en regardant la liste, j'ai vu qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas inscrits. Il y a même je peux dire, les 2 tiers qui ne sont pas inscrits. Comment le président Laurent Gbagbo peut gagner dans ces conditions? Donc, il faut vraiment que les gens s'inscrivent. Nos militants qui sont inscrits, il faut aller au consulat quand ça va être ouvert, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne sont pas inscrits. Et avec ça, si je mets à l'échelle de la France, je me dis, mais le président Gbagbo risque de ne pas gagner en France. Et même si on met à l'échelle de la Côte d'Ivoire, le président Gbagbo risque de ne pas gagner. Parce qu'il faut aller voter. Et si tu n'es pas inscrit, tu ne peux pas voter. Donc il faut vraiment, il y a tout le discours qu'on fait, mais je trouve que le plus important, c'est ça. On doit dire à nos parents d'aller s'inscrire, d'aller s'enrôler. Si on ne le fait pas, tout le discours, ça ne sert à rien. Parce que la démocratie, c'est ça, c'est le vote. Donc j'invite nos militants, ceux qui sont inscrits massivement, d'aller, dès que ça sera ouvert, il faut que chacun fasse un effort pour aller s'enrôler. Je vous remercie. Merci. Je pense qu'il nous est permis encore d'aller encore au-delà un petit peu du temps. On va essayer de passer donc vite fait à la séance des questions et réponses. Est-ce qu'il y a certaines questions? Essayez de poser, s'il vous plaît, des questions. Attendez, s'il vous plaît, excusez-moi. On a quand même des coordinateurs. On a quand même on a juste un peu de temps, mais on va avancer. On a quand même des coordinateurs régionaux qui sont là. Donc le camarade est là, on parle d'élection, on parle de liste électorale.
Je souhaiterais d'abord, avant les questions, les 5 questions-réponses, qu'il lui donne un mot, s'il vous plaît. Merci. Bien, merci. Bon, je crois que l'essentiel a été dit par l'orateur principal. Moi, je suis coordinateur régional et pour ces élections, il y a une opération qu'on appelle CAP 2025. Et nous sommes engagés dans cette opération. Nous faisons un maillage. En ce qui concerne la région du Gord, nous avons identifié tous les villages. Et je le disais tout à l'heure avec une sœur ici, nous avons les effectifs. Et tous ceux qui n'ont pas ces pièces, ce qu'il faut faire notre contribution, c'est d'aider vos parents qui sont au village. Et donc, je vais transmettre les numéros des fédéraux des différentes régions Oumé et Ganois pour qu'au niveau de chaque village, chaque cadre puisse identifier ce qu'il peut faire. Je crois que c'est un travail important. Une élection, c'est une question de nombre. Il faut aller voter. Il faut être sur la liste électorale. Et malheureusement, il y a beaucoup de nos parents qui ne sont pas sur la liste électorale. Je prends le cas de Ouagadougou. À Ouagadougou, avec 900 voix, on peut faire élire un élu local. Nous avons actuellement à Ouagadougou près de 1000 personnes qui n'ont pas les pièces pour être sur la liste électorale. Donc, camarades, je pense que vous avez bien fait d'inviter le président Koné. Je crois qu'il vous a donné et il vous a expliqué ce que vous devez faire. Vous avez des cas, certes, vous devez identifier les militants ici, les inscrire, mais il ne faut pas oublier là d'où vous venez. Nous avons beaucoup de difficultés. Pour une question de 5 000 francs, vos parents ne peuvent pas s'inscrire. Donc, camarades, ce qui nous reste à faire, nous avons certes des effectifs, et j'ai demandé aux fédéraux d'identifier toutes les personnes. C'est-à-dire que si je vais à Krogopar, s'il y a 120 personnes, nous devons avoir l'identité de ces personnes. Comme ça, ceux qui sont responsables des villages là peuvent entrer en contact avec les responsables locaux pour aider les parents. Je crois que c'est ça que nous devons faire. Je crois que le ministre Issa nous a dit devant nos responsabilités, nous qui sommes les responsables locaux. Je crois que c'est sur cette base-là que le parti doit nous juger. Je vous remercie et je pense que tout le monde. La liste restreinte à la tournante. Le feu aussi doit être court. Comment? Présentez-vous, présentez-vous. Jamais Naoré, le doyen de Lyon et de Don Yoba et Yoka, on pas pro. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On va prendre d'abord une liste et puis après on va revenir. Donc, je vais prendre le nom du camarade. Non, on va prendre la liste. On va prendre la liste, c'est important. D'abord. Benjamin Naoré, tout le monde me connaît. Les jeunes. Donnez le micro. Ah oui, d'accord. Alors, vous avez tout dit. Il y a de gros problèmes. En 1910. Allez-y, monsieur. 2010, s'il vous plaît. Voilà. Excusez-moi. En 2010. 1910. Je suis allé au consulat pour voir les listes. Il n'y avait pas les noms, mais le poids, de Bouna, de tout ce monde-là. Excusez-moi, je vous aime beaucoup. Je vous dis, mais je suis tellement content que vous soyez là. On va pas une fois. Donc, mais les noms, vous savez que les noms des non-parents, des non-frères du Nord, là-bas. Et quand j'ai demandé, on m'a dit c'est qui? Alors j'ai fait bloquer les élections si les Ivoiriens que nous sommes, il n'y a pas de nom là-dedans. Le petit faisait le maïs et le consul, donc je n'aimais plus là-bas. Il y a madame Dominion, que je connais très bien, on a rajouté à être député. Je n'étais plus là pour faire jouer pour la paix élire. Alors, vous m'écoutez? Voilà, je vais vous expliquer ça, parce que c'est bien vous parler. Donc, quand on veut faire un demi, avec une région, s'il vous plaît. Mais laissez le monsieur parler, c'est quelle histoire ça là? Ah, non, laissez-le s'exprimer. Ah, non, vraiment. Mais si vous l'interrompez, là ça perd le temps.
Mais ils sont en train de l'interrompre, ça perd le temps. Si vous voulez envoyer un de quelqu'un, allez-y dans la région, il y a des choses à moi, il ne connaît pas tout le monde. Quand je vais là-bas, tout le monde me connaît. Quand je parle, on m'écoute. Mais quand vous parasitez quelque part, je ne suis pas là. Elle n'a jamais été là-bas. C'est pas le même d'abord. Eh bien, elle a perdu parce qu'on ne connaît pas tout. Et vous avez été. Quand je parlais, on ne connaît pas le même. Vous avez même sorti, vous faites du mal, c'est notre fils, c'est pas la qui je vais là-bas, c'est ce que je peux vous dire. Quand vous avez quelqu'un dans une religion, Mais oui, ce qu'il dit, c'est important. C'est important, tu vois. Merci. Merci. Bon. On envoie des gens dans les régions qu'on ne connaît même pas. Il y a problème. Vraiment, oui, voilà, merci. On ne te connaît pas, on te vote comment? Contribution, un cri de cœur que papa nous a exprimé. Je vais passer rapidement aux personnes qui vont poser des questions et puis on va avancer. 2 questions. Malheureusement, oui, 2 questions. 2 questions, pas de contribution. Thierry Philbert. Voilà. Rapidement au ministre. Attendez. Et moi, j'ai coupé le live, hein. Je suis fatigué. Votre attention, s'il vous plaît. Bon, je me présente à Philbert Thierry, résident à Lyon et membre de la communauté ivoirienne.